Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Cette semaine, nous vous faisons découvrir en exclusivité 5 conférences qui se sont déroulées dans le cadre de l'événement Zero to One à Nantes les 28 et 29 janvier 2026. Grâce aux organisateurs, notamment H7 et Ici Lundi, nous avons la possibilité de vous faire découvrir des parcours inspirants de fondateurs, de fondatrices, de C-level, de corporate, d'entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont effectué ce passage de 0 à 1. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. On va démarrer. Je suis accompagnée et je suis très heureuse d'être avec Mathieu, CEO de Exa. Salut Sana. Comment vas-tu ? Super bien. Ça va bien. Écoute, en introduction, ce que je voulais en tout cas recontextualiser aussi, c'est que 3 ans après la mue de qui était eFounders, donc célèbre startup studio notamment fondé par Thibaut Elzière, les 3 fondateurs ont décidé de nommer un CEO et le premier CEO. Tu as fait tes armes, Mathieu, au BCG, puis tu as vécu l'hypercroissance chez Aircall. Donc pourquoi c'est la première question vraiment que je me suis posée. Pourquoi un expert du go-to-market qui a vécu l'hypercroissance dans une start-up, pourquoi tu as choisi de rejoindre Exa en tant que CEO et quelle est ta responsabilité ? Merci Sana. Ouais, donc d'abord, je voulais juste dire que je suis super content d'être ici à Nantes avec vous. D'habitude, les gens disent super question, merci beaucoup et tout. Et en fait, quand j'ai vu la question, je me suis dit, mais pour le coup, elle est bizarre parce que c'est évident pour moi. J'ai pas trop de réponse simple à ça, de dire si on me propose un job dans la tech, d'être CEO d'Exa, je dis oui tout de suite. Tu vois, j'ai pas beaucoup hésité et J'avoue. tout. Mais peut-être je peux recontextualiser un petit peu parce que tu as parlé d'eFounder, d'Exa et tout. En gros, donc eFounders à l'époque, en 2011, ça a été créé par deux Belges. En fait, il y a un Belge et un Français, mais le Français habitait déjà à Bruxelles. Le début d'une blague. Thibaut Elzière, c'est un peu une blague belge. Ouais. Thibaut Elzière et Quentin, et on a un petit accent belge du coup chez Exa. Ils ont créé eFounders parce que Thibaut, dans sa première boîte, il avait créé Photolia. Avait eu plein de frustrations de tous les trucs qu'il n'arrivait pas à faire parce qu'il n'y avait pas les logiciels pour le faire proprement. Et donc, il a revendu Photolia à Adobe pour une somme assez astronomique à l'époque. Il s'est dit, je vais réinvestir cet argent pour créer plein de boîtes. Et en fait, on va faire des trucs un peu différemment de d'habitude. J'ai envie de créer 10 boîtes, donc j'aurais besoin de 10 vies pour faire ça. Donc, je peux pas le faire comme un entrepreneur habituellement qui crée une boîte, ça dure 10 ans, et puis il en crée une deuxième. Je vais faire ça de façon collaborative. On y reviendra, je pense, après. Et donc, on invente une nouvelle manière de créer des boîtes en équipe. Et il a créé comme ça plusieurs succès avec Quentin et une équipe qu'ils ont constituée autour d'eux. Les plus connus qui aujourd'hui sont des licornes sont Aircall, Front, Spendesk. Puis ils ont repris YouSign et ils l'ont fait grandir très fortement. Donc ils ont eu beaucoup de beaux succès et ils faisaient 1 ou 2 boîtes par an, quoi. À un moment, ils se sont dit on va accélérer, on va créer Exa. Et ce que nous on faisait en faisant 1 ou 2 boîtes par an, on va trouver des gens, on va les appeler des partenaires. Ils vont faire un peu la même chose que nous. Ils vont eux aussi créer 1 ou 2 boîtes par an avec des entrepreneurs qu'on fait venir. On va revenir un peu sur le modèle. Donc Exa, c'est mettre eFounders fois plusieurs studios, quoi. Et ça, c'était leur idée en 2020, je sais plus la date exacte entre eFounders et Exa. Et voilà. Et mon arrivée aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de transformer Exa. Au lieu d'être un ensemble de studios qui créent des boîtes de zéro, on lance d'autres activités. Une activité d'accélération et une activité qui est plus de rachat de sociétés pour les faire passer à l'échelle. Et on s'internationalise. On vient d'ouvrir une maison à San Francisco. Et donc, ils ont estimé que pour changer ce paradigme, cette dimension, ils avaient envie d'un profil pour incarner ça et faire les prochaines étapes.
Et c'est donc toi. Voilà, élu. c'est Un moi. peu Et de du coup, pression. moi, j'ai évidemment accepté le job. Comme j'étais chez Aircall, qu'Aircall est une boîte eFounders par les fondateurs d'Aircall, j'avais rencontré les fondateurs d'Exa. On s'est très bien entendu. Pour la petite histoire, moi, en fait, je suivais pas mal. J'ai plusieurs de mes amis. J'ai fait une école d'ingé et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'a dit Benjamin juste avant sur le fait que les ingés doivent être fondateurs de boîtes. Il n'y a pas besoin d'être. C'est souvent parmi les meilleurs fondateurs dans la tech. Si on regarde les grandes boîtes américaines qui ont explosé, c'est presque systématiquement un ingé et pas un business guy qui a créé la boîte. Et j'ai plusieurs amis qui ont créé des boîtes avec Exa depuis le début d'Exa, quoi. Donc j'étais toujours proche de l'aventure. Et quand j'étais au BCG, à un moment, j'avais fait un petit pas de côté du consulting. J'étais allé dans les équipes du think tank du BCG et c'était en 2020 et je regardais un peu l'impact de l'AI sur nos clients. J'avais une équipe de 5 personnes un peu partout dans le monde pour regarder ça. On avait une chinoise, une américaine, un allemand. C'était hyper amusant. Et on commençait à regarder ce que faisait OpenAI à l'époque. Il n'y avait pas ChatGPT, c'était GPT 2.5, mais c'était déjà des LLM. Et du coup, j'ai un peu regardé la personne de Sam Altman, qui était le boss d'OpenAI, et je me suis aperçu qu'il était avant surtout le boss de YC. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant ce qu'il avait fait chez YC avec Paul Graham. On en reparlera peut-être aussi. Et finalement, je me suis dit, mais Exa, c'est un équivalent avec un ADN très différent d'un YC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Y Combinator, c'est un fameux accélérateur à San Francisco, dont est sorti Airbnb, Stripe, énormément de beaux succès, et la boîte de Benjamin récemment. Et en fait, pour moi, Exa, c'est vraiment l'opportunité d'avoir un impact sur la tech en Europe et dans le monde à la hauteur de YC. Et on parlait un peu de souveraineté aussi dans les précédents échanges. Le but, c'est de le faire avec un ADN français, européen, et de pas laisser tout ça à la Silicon Valley, quoi. Voilà. En tout cas, ça donne envie, c'est ambitieux et je comprends pourquoi tu as signé. Bravo pour cette nomination et j'espère que ces quelques mois, du coup, se passent comme tu le veux. Ouais, doit ça se être passe super bien. Je suis arrivé en mai. En réalité, ça fait depuis février, donc ça fait presque un an que. Il faut pas trop le dire. J'ai vu qu'il y avait des personnes d'Aircall dans la salle, mais j'étais 2-3 jours par semaine chez Exa déjà entre février et mai. Et voilà. Donc ça se passe super bien. C'est hyper enthousiasmant. Je lève souvent le matin en me disant que j'ai un super job et que je suis hyper content d'y aller. Voilà, on voit plein de choses et c'est vraiment un truc hyper intéressant. moi, ce que je voulais aussi, c'est qu'on puisse recontextualiser aussi le modèle de Exa. Donc, tu en as parlé, hein. Start, Sprint, Scale. Ça régalerait Clovis, notre ami, sur le jargon Startup Nation. Et est-ce que tu peux nous donner aussi, pour encore une fois bien comprendre la suite, comment Exa agit? Vous prenez du capital, vous êtes incentivé sur la réussite. Comment ça fonctionne? Si on peut rajouter tout à quelques fait. éléments de contexte. Je vais parler essentiellement de Exa Start, qui est l'activité de Startup Studio, donc de création de startup. Exa Start, le concept, c'est on a quelqu'un chez Exa qui s'appelle un partner, qui est un entrepreneur, qui en général est un repeat entrepreneur, quelqu'un qui a fait plusieurs boîtes, et un petit peu comme je l'ai expliqué sur Thibaut à ses débuts, qui a beaucoup d'idées et une certaine frustration de pouvoir en faire qu'une à la fois dans le modèle classique de l'entrepreneur. Et donc cette personne, elle a en fait envie de faire plusieurs projets dans les 4-5 prochaines années, plutôt que d'en faire qu'un seul. Et nous, Exa, c'est un modèle qui permet à ce genre d'entrepreneurs de faire réaliser leurs 4-5 idées, plutôt que d'en devoir en choisir qu'une. Et en fait, ils vont faire venir à eux. Le but, c'est qu'ils en lancent 2 ou 3 par an, des idées, des projets, et ils vont aller recruter. J'aime pas du tout le terme recruter. Ils vont plutôt aller s'associer avec 2 entrepreneurs pour être en général un profil technologique, un profil plus business, donc souvent un CEO, un CTO. Mais parfois, pour rebondir encore sur ce que disait Benjamin, c'est le CTO qui est aussi le CEO, selon les projets. Et donc, on va s'associer avec 2 entrepreneurs pour lancer la boîte. Le partenaire, il va les accompagner pendant toute l'année avec une petite équipe de 3 personnes, ce qu'on appelle la venture team, encore du beau jargon. Et ces 3 personnes, le partenaire et les 2 entrepreneurs, ils vont lancer le projet sur l'année. À la fin de l'année,
les deux entrepreneurs, ils lèvent de l'argent auprès d'investisseurs externes et ils deviennent indépendants. Ils vivent leur vie de start-up après avoir levé donc, ce qu'on appelle un tour d'amorçage, un seed. Et nous, on garde 25% du capital et l'entrepreneur et l'équipe Exa, ils restent chez Exa, ils font d'autres projets alors que les entrepreneurs, ils partent vivre leur vie en toute indépendance. Très clair. Et du coup, c'est ce qui sous-tend tout ça, c'est vraiment la puissance du collectif versus le mythe du fondateur seul dans son garage. Bon, là, nous, en fait, on prêche des convaincus parce qu'on est dans des communautés, que ce soit ici Lundi ou H7, donc on porte ça. Explique-nous en quoi l'hyper-spécialisation aussi et le fait qu'on soit le troisième meilleur cofondateur pour aider ces boîtes. Ouais, nous, on aime bien se décrire comme on essaye d'être le meilleur troisième cofondateur que vous pourriez avoir. On a l'humilité de dire qu'on n'est pas un cofondateur. C'est vraiment important pour nous que les entrepreneurs, il n'y ait aucun doute à aucun moment que c'est leur boîte. Et donc, mais on va se comporter comme si on était un troisième cofondateur pendant la première année de la boîte. Et pour revenir sur ce que tu dis sur l'entrepreneuriat collaboratif, c'est pour nous hyper important. Peut-être que tout le monde n'a pas le mythe de l'entrepreneur seul dans son garage, mais ce qui est vrai, c'est que être entrepreneur, c'est un métier hyper solitaire, souvent. Même quand on est 2 ou 3 à lancer une boîte, en fait, souvent, on est quand même assez seul dans ce genre d'aventure, que ce soit par rapport aux clients au début, par rapport au marché, par rapport aux possibilités de recrutement. Les gens ne viennent pas vous voir, ils ne vous connaissent pas, il n'y a aucune raison qu'ils rejoignent votre boîte. Et même par rapport à sa famille, par rapport aux choix et aux sacrifices que ça impose. L'idée d'Exa, c'est vraiment de casser ça et d'en faire non seulement une aventure collective avec un principe qui est assez simple, même si c'est pas celui qui fait le plus vibrer les mythes de la Silicon Valley, c'est que quand on fait un truc à plusieurs, on peut aller plus loin et plus vite. Et par ailleurs, on apporte un minimum d'aide à l'entrepreneur on a un concept, par exemple, du MVS, encore un peu de jargon, le Minimum Viable Salary. On va payer les entrepreneurs la première année pour qu'ils n'aient pas le stress de payer leur loyer, payer la crèche pour leurs enfants, ce genre de choses. Et on pense que c'est important, c'est Minimum Viable Salary, donc c'est de toute façon une situation inconfortable pour l'entrepreneur. Il faut qu'il y ait une vraie prise de risque, mais c'est une situation qui permet à des gens de passer le cap et d'avoir 100% de leur esprit qui est focus sur la boîte. Et ça, c'est hyper important, je pense. Justement, pour rebondir là-dessus, si on peut aussi creuser un peu, c'est vrai que quand on définit ce modèle-là, on parle de cocon inconfortable, c'est un peu la sémantique que tu as choisie. Comment on gère l'équilibre entre le soutien total et justement cette seringue qui va venir aussi t'amener à forcer le focus? Et si oui, comment vous faites? Parce que c'est compliqué même de se l'appliquer à soi-même quand c'est notre propre boîte. Voilà. Ouais. Comment tu Il y a effectivement cette ambivalence entre, d'un côté, il faut aider les entrepreneurs, sinon on n'a pas de raison d'être, nous, que de les aider à créer leur boîte. Et il ne faut pas trop les aider, parce qu'il n'y aurait rien de pire que les babysitter ou les tenir par la main. À la fin, on présente le projet à des investisseurs, c'est d'ailleurs les entrepreneurs seuls, Exa n'est pas là à ce moment-là, et les investisseurs, ils investissent dans 2 entrepreneurs, ils savent qu'après, il n'y aura plus Exa. Donc si, en fait, les entrepreneurs sont trop dépendants d'Exa, on fait très mal notre métier et ils vont pas arriver à bien lancer leur boîte. Donc, on est sans cesse dans un arbitrage entre ce qu'on fait et ce qu'on fait pas. C'est ce qui rend le truc intéressant, parce que la réalité, c'est que chaque couple, en général, ils sont 2 d'entrepreneurs, a des qualités différentes et qu'il faut les complémenter à différents endroits. Mais grosso modo, il y a certains trucs qu'on s'interdit de faire. On fait pas les ventes à leur place. On appelle ça founder-led sales. C'est aux entrepreneurs de vendre leurs produits. On fait pas la tech à leur place. Encore moins aujourd'hui, paradoxalement, qu'avant, avec les outils AI. Ils doivent être très maîtres de leur tech. En revanche, on apporte une grosse vision produit. On les aide sur le go-to-market sans faire les sales à leur place, mais on leur donne toute la mécanique, tous les outils, toutes ces choses-là. Et on les aide sur le design. Et ensuite, on leur retire
tous les trucs chiants que aucun entrepreneur a envie de faire, comme sa compta, toutes ces choses, le légal, et on les aide beaucoup à recruter des gens. On recrute pas à leur place à nouveau, mais on a la marque Exa qui fait que beaucoup de gens brillants ont envie de découvrir le monde de l'entrepreneuriat ou de la tech et se lancent avec nous en étant les premiers employés d'entrepreneurs et de boîtes qu'on lance. Donc c'est déjà énorme pour eux quand on leur apporte tout ça, mais le cœur de ce que c'est qu'un entrepreneur, ça on se refuse absolument d'y toucher parce que c'est trop important que eux le maîtrisent. Ouais, c'est vraiment le parallèle d'avoir un enfant, attendre la majorité, couper le cordon ombilical, c'est un peu ça. Ouais, c'est super. Alors ça, c'est aussi que c'est super dur pour les partenaires qui, à la base, ils considèrent que c'est leur boîte, c'est leur idée, et ils l'ont confié à 2 entrepreneurs. Quand l'entrepreneur, au bout de, en général, c'est plutôt 9 mois qu'1 an, mais bon, à peu près une année, vole de ses propres ailes, le partenaire a toujours un petit postpartum, quoi. Ils sont un petit peu déprimés pendant quelques semaines. En général, ils restent avec une place au board, mais c'est quand même pas pareil. Et comme c'est des vrais entrepreneurs, eux, c'est super dur pour eux. Et d'ailleurs, malheureusement, là, on en a un, par exemple, qui va le prochain projet, il va le faire lui-même et il va partir d'Exa. On est très triste, mais c'est le revers de la médaille d'avoir des super entrepreneurs en partenaire. Donc, à un moment, ils ont l'appel de l'entrepreneuriat qui les rejoint encore plus fort. Ils le font eux-mêmes. Et justement sur cette phase de start, vu que vous avez, du coup la chance de, voir, naître et de créer des boîtes, vous, vous êtes quand même des observateurs donc privilégiés. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur cette phase ultra cruciale qui, du coup, on a donné le nom, à notre événement de Zero to One. La temporalité, les jalons techniques, justement le recrutement peut-être de founders aussi, de les accompagner dans leur posture entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme pattern que vous observez, les écueils, les éléments sur lesquels vous êtes très vigilants? Est-ce que tu peux nous faire un petit, un Ouais, topo alors, là-dessus? il y a plein de choses. Pour paraphraser comment s'appelait l'humoriste qui est passé de 2-3 ans? Le télétravailleur. Télétravailleur, ouais. Et son prénom, c'était, on sait plus? Clovis. Clovis. Une start-up qui plante, c'est quand ça marche pas, quoi. Enfin, c'est presque by design, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la plupart des start-up ne passent pas un certain nombre d'années. On essaye, nous, de pas trop se le dire le matin, parce que 9 à 10 projets sur 10 sur lesquels on travaille vont pas survivre 4-5 ans. Ça, c'est un peu déprimant. Mais en réalité, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut pas marcher et on peut pas tout anticiper. Mais en revanche, on peut essayer de maximiser les chances de succès du truc. Et nous, ce sur quoi on va être particulièrement vigilant, c'est dans l'ordre l'idée. En fait, il faut absolument avoir une bonne idée. Il y a une phrase je crois que c'est Paul Graham qui dit Market beat founders. Si vous avez les meilleures équipes du monde, les meilleurs founders, mais que vous êtes sur un marché horrible, vous allez probablement pas y arriver. Donc il faut avoir un bon marché pour se lancer et donc une bonne idée. Une bonne idée, c'est un problème, une solution et aussi un go-to-market, une idée de comment on va aller faire ça. Ça, c'est hyper important et souvent, les gens voient que le problème ou que la solution sans forcément voir le reste. Ensuite, on va s'attacher beaucoup à l'association entre les entrepreneurs. Souvent, ils se font 2. Parfois, on fait des projets avec 3 entrepreneurs, mais on va être très, très vigilant à l'équipe qu'on forme. On pense que c'est vraiment notre responsabilité de former la meilleure équipe possible. Ce qu'on va faire, c'est avoir d'abord une complémentarité entre les 2 profils, à la fois une complémentarité de compétences, souvent techniques et business, mais aussi une complémentarité de personnalité. C'est bien s'il y a un introverti, un extraverti, s'il y a un calme qui peut être un petit peu réfléchi et un qui est un peu plus impulsif, un peu plus à l'intuition. Donc on va essayer d'avoir cette complémentarité. Et pardon, je Vas-y. t'interromps, mais c'est quasiment de la méthode scientifique. Enfin là, c'est vous avez Ouais, des process établis, vous leur tu fais des tests, Ah ouais, ouais, comment? on a des scorecards, donc on voit plein de gens et on vérifie que ça coche certaines cases. Souvent, on en recrute un avant l'autre, donc on fait l'autre par rapport au premier qui nous a convaincus. C'est pas du tout des entretiens de recrutement. On parle aux gens en général d'abord 15 minutes, ensuite 45 minutes, mais ensuite on les fait venir au bureau et on bosse ensemble. On va bosser
au moins une semaine. Parfois, au bout d'une semaine, c'est déjà évident et on y va à fond. Souvent, on va bosser 2 semaines et parfois plus avec les gens avant de se dire on se lance. Et encore une fois, c'est absolument pas du recrutement, c'est vraiment de l'association. Donc, on s'associe avec quelqu'un. Il faut vous dire je pense qu'il y a plein de gens dans la salle qui sont mieux placés que moi pour le savoir, mais un entrepreneur, son associé va le voir plus que sa femme ou que son mari et plus que ses enfants pour les 10 prochaines années. Et donc, il faut choisir ça avec énormément de... Voilà, on se marie pas en une semaine, quoi. Donc, c'est rare. Chacun fait ce qu'il veut à Las Vegas, mais voilà, on a besoin d'être de faire très attention à ça. Et on a, pour vous donner un peu les petites recettes, on a 5 critères en particulier, en plus de la complémentarité, auxquels on est attentif pour matcher 2 founders. Le premier, c'est qu'ils aient à peu près la même vision de la boîte. Si il y en a un qui veut faire une boîte qui va être très internationale, alors que l'autre, il veut faire une boîte qui va rester très régionale. Il y a plein de sujets de vision ou simplement la vision technique ou produit où ils veulent pas aller du tout dans la même direction. Le deuxième critère, c'est l'ambition. S'il y en a un qui veut faire une $1 billion compagnie, lever plein d'argent et se mettre dans une situation hyper stressante vis-à-vis de ses investisseurs, alors que l'autre veut faire un lifestyle business avec 10 employés, etc., ça va pas matcher. Nous, on fait jamais le lifestyle business, mais ça, voilà. La troisième chose, c'est le commitment. Est-ce que les deux sont sur le même longueur d'onde est-ce qu'on va travailler le soir, le week-end? Est-ce qu'on va partir 2 mois à San Francisco en lâchant femme et enfants à Paris? Ou est-ce qu'on va déménager toute notre famille là-bas pour y vivre complètement? Est-ce que c'est des questions qu'il faut absolument se poser, sinon ça marche pas très vite. La quatrième, c'est les ways of working. Est-ce qu'on va être remote? Est-ce qu'on veut bosser ensemble? Il y a plein de sujets de façon de travailler. Est-ce qu'on est plus avec une culture écrite ou une culture orale, etc. Et la dernière, c'est toute la partie culture, en fait. C'est difficile, paradoxalement, d'avoir 2 nationalités différentes dans un couple de fondateurs. Parfois, ça peut apporter une grande diversité, une grande richesse. Souvent, c'est mieux s'il y en a un qui est plutôt binational. Et donc, il y a vraiment des sujets culturels. C'est pas forcément une question de nationalité. Ça peut être aussi 2 Européens peuvent avoir beaucoup de similitudes culturelles. Mais voilà, j'ai des exemples où on a eu parfois sur des sujets vraiment très culturels parce que les gens, par leur provenance, leur origine, avaient des façons très différentes de faire, de travailler. Et ça souvent, c'est pas la meilleure association. Ouais. Voilà. Et dernière chose, il faut qu'ils communiquent très bien ensemble, avec beaucoup d'intégrité. Et on est hyper sensible à ça. On fait beaucoup de ce qu'on appelle des références checks. On vérifie que les gens ont une réputation exemplaire pour lancer une boîte. Lister comme ça paraît difficile de cocher toutes les cases. C'est super dur. Ouais. On lance une douzaine de boîtes par an avec Exa. Et donc, on cherche chaque année une vingtaine de cofondateurs. Et je pense qu'il faut 2000 candidats pour avoir 20 très beaux cofounders. Voilà. Donc, nous, on a une équipe qui est dédiée à ça. On a plusieurs équipes d'ailleurs. On fait une partie marque, communication. On fait une partie communities. Et on a des gens talent. Donc, on voit beaucoup de gens pour former les meilleures associations possibles. Et pour continuer aussi dans l'objectif de réduire le taux d'échec, tu as des choses à nous partager? Tu parlais tout à l'heure de marché. Mais... Je vous invite je peux pas vous inviter à l'acheter, il est sold out, mais je vous invite à vous abonner à Examedia et on va le sortir gratuitement, chapitre par chapitre. On va feuilletonner ça un peu, désolé. Et donc, voilà, 10X méthode, c'est la méthode qu'on a écrite parce qu'on voulait la partager à l'écosystème. On pense on en reparlera aussi. Le secret est pas là. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'IP là-dessus. On n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait de plus en plus de startups qui se lancent en France, qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui réussissent. On prétend pas détenir une vérité générale, mais on a quelques bonnes recettes, donc on les partage. En gros, donc j'ai cité l'idée et l'association des co-founders. Il y a évidemment tous les sujets de product market fit, donc trouver son marché en adéquation avec son produit et de go-to-market, donc la capacité à vendre son produit. Là-dessus, on a toute une méthode avec ce qu'on appelle des design partners. Donc d'abord, on co-construit le produit avec les premiers clients. Petit à petit, on le vend avant de l'avoir construit. C'est hyper important. Je pense que sur cette partie product market fit et go-to-market, vendez dès le jour 1. À
part si vous faites de l'infrastructure, et je pense qu'il faut faire de l'infrastructure pour ça. C'est trop bien que certaines boîtes se lancent en infra, mais si vous faites de l'applicatif, dès le premier jour, essayez de vendre votre produit alors que vous n'avez encore rien à vendre, mais vendez-le quand même. Parlez à des clients, essayez de vendre un MVP, et c'est que comme ça que vous allez progresser. Donc ça, c'est vraiment le truc hyper important. Ensuite, on a des conseils sur la façon dont on communique sur son produit, sur la brand. Avant ça, vous avez une attention particulière aussi à la marque et au ouais, récit tout à fait. Ouais, chez Exa, on aime bien les marques un petit peu léchées, etc. C'est honnêtement peut-être un peu notre un petit péché parce que, à mon avis, dans une startup au début, c'est pas important la marque, mais ce qui est important, c'est comment on en parle de son produit, comment on communique dessus. Et pour ça, peut-être un petit tips, il faut faire quelque chose qui vous ressemble. Il faut pas essayer de faire comme les autres parce que ça marche. Donc, à un moment, tous les entrepreneurs faisaient des blog posts, je pense. C'était il y a quelques années. Maintenant, tout le monde va faire des différents types de vidéos sur LinkedIn, etc. Essayez de faire un truc qui vous ressemble. Je crois qu'il y avait, pour reprendre l'exemple de Paul Graham, qui est le fondateur de YC, lui, il est très littéraire et donc il fait des essais. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller sur le site de YC, lire les essais de Paul Graham. C'est absolument passionnant. C'est une grande page à chaque fois. Ça se lit en 10 minutes. Et c'est top. À l'inverse, là, il y a 2 semaines, j'étais à San Francisco et je discutais avec un gars qui a lancé un truc super successful là-bas. Et lui, il me disait que la meilleure façon d'attirer les clients, c'était Twitter, qui est très, très actif aux US plus qu'en France. Et qu'il faisait un tweet tous les jours avec un reach de plus de 500 000 personnes. Pendant qu'il donnait le bain à ses enfants. C'était son activité du bain. Il avait du défocus. une task, c'était de donner... Ouais, ça ne doit pas être des enfants de 3 mois, mais ils doivent se tenir à peu près assis. Et donc, il fait un tweet par jour sur des idées qui lui sont venues et ça lui rapporte, en termes d'inbound, beaucoup plus que toute son équipe marketing réunie. Donc, voilà, trouvez le truc qui vous ressemble et qui vous parle et qui vous amuse un peu quand vous êtes au début sur la com. De toute façon, il n'y a pas une équipe très, très développée. Et ça, c'est top. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aussi créer une marque, mais pas pour créer une marque dans le sens un logo, un site web, mais de créer la confiance en fait. Ouais, tout à fait. Ce moment-là. Il faut être capable de trouver l'angle sur lequel les gens vont se souvenir. Les gens ont plus en tête des exemples B2C à la Michel et Augustin où on trouve une manière qui va résonner un peu et dont les gens vont se souvenir de votre marque. Donc c'est un peu ce genre de choses qu'il faut arriver à faire au début. Voilà, ça remplacera jamais un bon produit, hein, mais ça peut aider. Et on a zappé la case product d'ailleurs sur le truc sur le product qu'il faut retenir, c'est il faut il faut avoir toujours 2 visions de son produit, quoi. Il faut avoir la vision long terme, qui est un peu le moonshot, le truc hyper ambitieux qu'on peut vendre à des investisseurs, à des gens pour parfois les faire un peu rêver, les emmener dans une aventure. Et parce qu'être entrepreneur d'une startup, il y a vraiment de ça aussi. Il faut dégager de l'énergie, créer du momentum autour de soi. Et donc, il faut cette vision qui emmène les gens. Et puis, en parallèle, il faut aussi la vision que moi, j'appelle plus le roof shot. C'est le truc qui est accessible dans 12-18 mois, qu'on voit vraiment bien. Plutôt 6-12 mois, d'ailleurs, souvent. Et donc, il faut toujours articuler les deux et être capable d'être assez solide sur ses bases, sur quelle est la vision qui peut vraiment faire rêver, mais sur laquelle on est légitime, et la vision qui est atteignable et qui va nous permettre d'être très clair sur ce qu'on fait la semaine, le mois prochain, et pas juste d'être dans la lune. Moi, j'aurais plein de questions à te poser sur les rituels, sur les playbooks, sur tous ces éléments-là. Mais écoute, moi, je te propose aussi de passer à quelque chose qui est moins scientifique, mais qui est plutôt rapporté à l'humain et vraiment la posture entrepreneuriale. On a parlé de ce que la méthode dit, mais ce qui est important, c'est aussi ce que la méthode ne dit pas, sachant en plus que c'est tes mots, que la méthode est déjà un peu obsolète parce que on l'a dit, hein, et puis on l'a vu aussi avec Roxane Varza tout à l'heure qui le disait, que là l'important est plus que jamais c'est d'aller vite, c'est l'itération. Et on a parlé de plusieurs choses. L'ambition, elle en a parlé aussi. Et la vitesse d'itération. Et après, on mettra aussi tout ça en perspective avec, bien sûr, l'intelligence artificielle. Ouais, donc il y a des intangibles dans cette méthode qui sont intéressants, mais évidemment, on l'a écrite avant l'arrivée de Claude Code, par exemple, ou de choses comme ça, qui aujourd'hui changent beaucoup de choses. Donc, ça reste très intéressant, mais si on devrait sans doute compléter par d'autres chapitres. C'est le défaut du papier. Et donc, on y reviendra. Sur la partie, qu'est-ce qui n'est pas dans la méthode ?
Il y a pas mal de choses. Et avant de rejoindre Exa, moi, j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par Exa pour savoir ce qu'ils en avaient pensé, s'ils avaient trouvé ça intéressant, si ça les avait vraiment aidés et pourquoi, en fait, ils étaient aujourd'hui promoteurs ou détracteurs d'Exa. Et le truc qui revenait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire, je m'attendais à ce qu'il me parle un peu de la méthode Exa, justement. Et en général, il m'en parlait pas du tout. Ils reconnaissent tous que c'est super efficace, mais les choses qui sont les plus importantes à leurs yeux après avoir fait Exa et pour lesquelles ils sont le plus contents d'avoir lâché une partie de leur capital, c'est d'abord la capacité d'Exa à élever le niveau d'ambition. C'est super important, surtout en France et en Europe, et Roxane en parlait effectivement. Nous, on a la chance, par l'ADN de la boîte, d'avoir été fondé par un gars qui a vendu sa boîte 800 millions assez jeune et qui a une ambition de malade. Et en fait, ça, c'est vraiment souvent ce qui... Je dirais pas que ce qui manque, il y a beaucoup de gens qui ont de l'ambition, mais la capacité d'avoir un œil extérieur qui est pertinent pour mettre le curseur au bon endroit, c'est hyper important. Donc, c'est la première chose qu'on fait dans les boîtes qu'on voit, c'est élever le niveau d'ambition. Et là-dessus, je vais refaire une référence à Paul Graham et à YC, parce que c'est par beaucoup d'aspects un modèle. Quand Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, est venu chez YC, il avait appelé son truc Airbnb parce que c'était des matelas gonflables. Il voulait mettre un matelas gonflable chez les gens et se balader avec son matelas gonflable dans son sac à dos et avoir une app pour savoir chez qui il pouvait crécher. C'était une sorte de couchsurfing, quoi. Et c'est le Paul Graham qui lui a dit: mais tu n'y es pas du tout, mon gars. Tu vas révolutionner l'industrie de l'hospitalité, l'industrie hôtelière. On va faire un truc complètement dingue. Et voilà, c'est ce qui fait que Airbnb n'est pas du tout Couchsurfing, qui existe toujours si vous voulez aller squatter un canapé, mais c'est pas le même business que Airbnb. Donc nous, on a cette volonté de élever énormément le niveau d'ambition des entrepreneurs qui nous rejoignent. Ça, c'est la première chose qui est pas forcément dans la méthode. La deuxième chose, c'est la capacité à les garder super focus. J'ai parlé à plusieurs entrepreneurs, y compris des repeat entrepreneurs qui ont adoré passer par Exa parce que ils m'expliquaient qu'au début de leur aventure, souvent, ils avaient un peu ce côté, ils papillonnaient. Ils avaient du mal, c'est super difficile quand on se lance de définir exactement où on veut aller. Et donc, on a toujours la tentation de faire un pas de côté, de regarder à gauche, à droite, sans forcément pivoter, mais en tout cas, un manque de certitude sur la direction. Et Exa, nous, ce qui nous tient à cœur énormément, c'est qu'on ait pas mal réfléchi à l'idée avant que la personne arrive et qu'on a autour de la table des gens qui, en product et en stratégie sur le sujet, sont très bons. Et donc, on va donner une direction super claire à l'entrepreneur pour aller lever son premier tour avec les investisseurs. Évidemment, on ne va pas l'empêcher de pivoter, ça nous arrive souvent aussi, mais on l'aide à exécuter avec beaucoup de focus, sans être distrait par les choses du quotidien, comme des possibilités stratégiques différentes. Et puis la dernière chose, c'est complètement hors de la méthode parce que c'est complètement humain. C'est vraiment, je vous invite, si vous êtes de passage à Paris, à venir à la cristallerie, c'est rue Martel, c'est nos bureaux, c'est des anciens dépôts des cristalleries Lorraine, parce que c'est pas très loin de la gare de l'Est. Et voilà, il y a une trentaine d'entrepreneurs qui sont en train de créer des boîtes à la frontière de ce qu'on fait dans la tech. Il y a une énergie qui s'en dégage qui est absolument géniale. Ils sont en train de recruter leurs premiers employés, ils sont en train de closer leurs premiers clients, ils sont en train d'organiser leur premier événement avec des prospects. Et en fait, ça, c'est complètement impossible à retranscrire dans un bouquin. C'est pas la taille de Station F. On est tout petit, mais très focus, avec beaucoup de densité et de qualité. C'est ça qu'on cherche et qui est difficile à retranscrire. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à Ici Lundi et à H7 notamment. J'avais encore plein de questions sur l'IA, sur aussi des exemples de boîtes que vous lancez en ce moment, mais pour le coup, c'est un défaut, une qualité, je sais pas, mais j'ai été un peu trop ambitieuse. Mais merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Sarah. Merci à tous.